Avant-propos. Cette chronique porte uniquement sur le roman d'Alexandre Dumas et non sur l'adaptation dont tu verras les images durant la vidéo. Je ne les ai utilisées que pour illustrer mon propos. Pour info, cette adaptation est titrée La vengeance de Monte Cristo, est sortie en 2002 et je la recommande. Non pour sa fidélité au roman, mais parce que c'est un bon film et qui respecte bien l'esprit du personnage principal. Sur ce, je te laisse avec l'archiviste et sa chronique. Salut à toi, cher auditeur. Ici Al, l'archiviste. Imagine que l'on t'ait détruit sous le poids d'une injustice et que, par une certaine providence, une fortune colossale s'offre à toi. Comment choisirais-tu de l'utiliser ? Serait-ce pour rebâtir ta vie ou détruire celle de tes bourreaux ? Choisirais-tu la vengeance ou la vie ? Si tu avais les pouvoirs d'un dieu, choisirais-tu de détruire ou reconstruire ? Donner la vie ou la reprendre ? Apporter la lumière à ceux que tu croises ou l'éteindre ? Voilà les questionnements que pose le roman dont je vais te parler aujourd'hui. La vengeance est bien sûr au cœur du récit. Cette vengeance qui dévore des cœurs, détruit des âmes, rétablit la justice ou provoque des injustices. Cette vengeance, censée être libératrice, mais qui peut tout aussi bien nous enchaîner. Mais rien n'est absolu et personne ne sait où elle peut mener. Et certainement pas Edmond Dantès qui, en empruntant ce chemin, en se prenant pour l'égal d'un dieu, va vivre des épreuves, des plaisirs et des douleurs au-delà de l'imaginable. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit générique suivi de la présentation de l'auteur. Alexandre Dumas était aussi appelé Alexandre Dumas père, car son fils portait le même nom et prénom que lui et était également écrivain. Alexandre Dumas père, donc, a été l'un des écrivains les plus prolifiques et les plus populaires de la France du XIXe siècle. Il avait acquis une grande réputation en tant que dramaturge et romancier, notamment pour ses œuvres telles que Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, mais aussi, évidemment, Le Comte de Monte Cristo. Son œuvre est considérable et il est assez difficile de donner un chiffre exact du nombre de romans, articles, pièces de théâtre et autres écrits qu'il a produits durant toute son existence. De plus, la paternité de certaines de ses œuvres lui a été contestée. Dumas fut ainsi soupçonné d'avoir eu recours à des prête-plumes, appelés aussi nègres littéraires à l'époque, notamment Auguste Maquet. Mais certaines recherches tentent à démontrer que Dumas avait mis en place une coopération avec ce dernier. Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques. Maintenant, ça reste une des hypothèses les plus probables, mais je ne peux rien affirmer. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour retracer sa vie, mais pour te parler de l'un de ses romans. Passons donc à la présentation du... Edmond Dantès, jeune marin courageux et naïf, a tout pour être heureux. Il vient de rentrer de quelques mois de travail en mer, est nommé capitaine du navire, et est sur le point de se marier avec la femme qu'il aime, Mercedes. Mais, alors que se déroulent ses fiançailles, on vient l'arrêter et le traîner auprès du procureur du roi, M. de Villefort. Celui-ci lui apprend qu'il est accusé de bonapartisme, crime de haute trahison pour l'époque. Après un bref interrogatoire, de Villefort semble considérer Edmond comme innocent, se débarrasse de la preuve pouvant l'incriminer et l'invite à attendre un moment, lui assurant qu'il va être libéré sous peu. Mais Edmond est ensuite traîné de force au château d'If et jeté dans une cellule. Il va y rester enfermé pendant de longues années, sans comprendre pourquoi ni par qui il a terminé là. Des années plus tard, Edmond Dantès, devenu le comte de Monte Cristo, revient en France après avoir longuement pensé, mûri et préparé sa vindicte. Jamais l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid » n'aura sonné si juste qu'à travers celle d'Edmond Dantès, homme détruit par la tristesse et l'enfermement, et reconstruit par la connaissance et son terrible objectif. Mais, avant de parler plus longuement de ce personnage hors du commun, petite information sur son origine. Alexandre Dumas aimait s'appuyer sur des faits réels pour ses romans. Celui-ci n'échappe pas à cette tendance, et Dumas s'inspira de la vie d'un certain François Picot pour créer Edmond Dantès et son parcours. Picot était un cordonnier originaire de Nîmes. En 1807, il voulut épouser une femme riche, Marguerite Vigouroux. Un ami jaloux se rendit à la police pour dénoncer François comme étant un agent des Anglais. François fut donc arrêté et emprisonné pendant 7 ans en ignorant totalement la raison de cet enfermement.
Après sa libération, il prit le nom de Joseph Lucher et, déguisé en ecclésiaste, il parvint à savoir pourquoi on l'avait emprisonné et qui en étaient les coupables. Après quoi, il accomplit une vengeance, punissant un à un tous ceux qui avaient œuvré à ruiner sa vie. À savoir que l'histoire de François Picot semble elle-même avoir été romancée au fil du temps. On ignore donc ce qui tient de la réalité et ce qui tient de l'imaginaire dans tout ça. Certaines sources démontrant qu'il ne s'appelait pas François Picot, mais Gaspard Étienne Pastorel, un homme ayant emprunté plusieurs identités dont on retrouve trace dans les archives de la police de Lyon. Là aussi, Dumas s'en est inspiré, amenant Edmond à endosser un grand nombre d'identités à travers son épopée, notamment celle d'un abbé. À savoir que l'abbé Faria est lui aussi fortement inspiré d'un homme ayant existé, un certain José de Faria, né à la capitale des Indes portugaises et mort à Paris. Prêtre catholique, révolutionnaire et scientifique portugais, connu pour ses études sur le magnétisme animal et l'hypnose. Ses théories scientifiques étant connues sous le nom de farisme. Maintenant, revenons à Edmond Dantès, ce personnage fascinant aux multiples facettes. Ce personnage est probablement l'un des plus passionnants et les plus complexes que j'ai été amené à croiser durant mes lectures. L'une des raisons sont ses multiples identités. Déjà, celle qu'il se donne pour mettre en œuvre sa vengeance, que ce soit pour créer cette réputation légendaire qui le précédera partout où il passera, ou pour manipuler, enquêter et infiltrer ses ennemis. Ensuite, les plus intéressantes sur le plan psychologique, ces identités qu'il incarne au fil de son parcours, volontairement ou malgré lui. Je m'explique. Au début du roman, il n'est qu'Edmond Dantès, jeune marin courageux, à peine sorti de l'adolescence, heureux, volontaire et un peu naïf. Il est celui qui aime spontanément, qui se laisse envahir par la joie, vivant le moment présent en ayant peu conscience de la nature du monde et des hommes. Ensuite, alors qu'il est enfermé au château d'If dans cette cellule vide, il perd cette identité. Désormais, il est juste nommé le prisonnier numéro 34. Et lui-même a perdu tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était. Sa vie, son amour, son avenir, son travail, bref, ses raisons d'exister. Il perd peu à peu cette personnalité qui caractérisait Edmond Dantès. Sa joie disparaît, ses espoirs s'effacent, il n'est plus le futur marié, il n'est plus marin, il n'est plus un citoyen avec un avenir, il n'est rien de plus que le numéro 34. Envahi par une immense tristesse, dénué d'espoir, cessant de croire en ce Dieu qui habitait ses prières, Edmond Dantès, spirituellement parlant, est mort. Après sa rencontre avec l'abbé Faria, le prisonnier numéro 27, il reprend vie. Celui-ci lui apporte non seulement la connaissance, mais aussi la conscience qui en découle. Plus encore, il l'aide à comprendre qui l'a fait enfermer et pourquoi. Désormais, vidé de la substance qui caractérisait Edmond Dantès, le numéro 34 n'est plus qu'une enveloppe animée par la vengeance et la détermination qu'elle lui inspire. C'est cette flamme qui le guidera vers sa liberté. Une fois libéré de sa cellule, le numéro 34 renaît. Repêché par un navire de contrebandier, il se fait engager en démontrant son adresse en tant que navigateur. À bord, il n'est plus un numéro, mais il n'a pas encore retrouvé de nom. L'équipage et le capitaine se contentant de le surnommer le Maltais. Le Maltais, la vengeance au cœur, l'espoir des trésors qui attend quelque part, attend le bon moment pour se rendre sur l'île pour vérifier cela. Entre-temps, une scène très intéressante se déroule alors qu'il met pied à terre. Se rendant chez un barbier, il redécouvre son visage dans le miroir, une fois débarrassé de cette apparence de prisonnier, né de ses 14 ans de réclusion. Je vous lis ce petit extrait. Dantès était entré au château d'If avec ce visage rond, riant et épanoui du jeune homme heureux, à qui les premiers pas dans la vie ont été faciles, et qui compte sur l'avenir comme sur la déduction naturelle du passé. Tout cela était bien changé. Sa figure ovale s'était allongée. Sa bouche rieuse avait pris ces lignes fermes et arrêtées qui indiquent la résolution. Ses sourcils s'étaient arqués sous une ride unique, pensif. Ses yeux s'étaient empreints d'une profonde tristesse, du fond de laquelle jaillissaient de temps en temps les sombres éclairs de la misanthropie et de la haine. Son teint, éloigné si longtemps de la lumière du jour et des rayons du soleil, avait pris cette couleur mate qui fait la beauté aristocratique des hommes du Nord. Cette science profonde qu'il avait acquise avait en outre reflété sur tout son visage une auréole d'intelligente sécurité. Quant à sa voix, les prières, les sanglots et les imprécations l'avaient changé, tantôt en un timbre d'une douceur étrange, tantôt en une accentuation rude et presque rauque.
Edmond sourit en se voyant. Il était impossible que son meilleur ami, si toutefois il lui en restait un, le reconnût. Il ne se reconnaissait même pas lui-même. Fin de citation. Edmond n'étant plus qu'un souvenir de jeunesse, un fantôme disparu dans les méandres de sa psyché. Par la suite, alors qu'il découvre le trésor qui fait de lui un être immensément riche, il va se construire une nouvelle identité et lui donner un nom, le comte de Monte Cristo. On remarquera le Monte Cristo, référence directe au Christ. Monte Cristo étant un nom italien signifiant la montagne du Christ. Autre référence directe, alors qu'il se donne le titre de comte de Monte Cristo, ce qui est une renaissance pour lui, il a tout juste 33 ans. C'est aussi l'achèvement de son initiation. Une initiation se découpant traditionnellement en 3 stades. Premièrement, la séparation avec le monde profane. Ici, c'est son enfermement au château d'If qui le sépare du monde. Deuxièmement, la grande expérience. Pour Edmond, ou plutôt le numéro 34, c'est l'éveil de sa conscience, de son intelligence, par l'apprentissage que lui offre l'abbé Faria. Troisièmement, le retour de l'être régénéré dans le monde. Pour notre héros, c'est son évasion jusqu'à sa découverte du trésor qui le fait retourner dans le monde. Désormais, il vit sous l'identité du comte de Monte Cristo, homme changé en une espèce d'être supérieur de par sa vision du monde qui s'est élargie, par ses connaissances et sa richesse qui lui ouvre toutes les portes. On remarquera que, dès lors, dans son esprit longtemps torturé, contrebalancé par un pouvoir désormais sans limite, il a retrouvé la foi en ce qu'il nomme la Providence. Et il est alors persuadé que c'est la Providence qui l'a mené là, qui l'a fait passer par ces 14 années de souffrance, cette initiation, qui lui a insufflé ses désirs de vengeance, puis qui l'a amené à ce trésor. Tout ça dans le seul but qu'il devienne son bras armé pour punir les hommes qui l'ont fait souffrir. Par la suite, il se travestira, prenant diverses identités factices telles que Lord Wilmore, l'abbé Busoni, Simbad le marin, le commis de la maison Thomson & French, ou encore Mr. Zakonen. De plus, les personnes qui le croiseront donneront eux aussi divers noms à cet homme. Certains le voyant comme un envoyé de Dieu par les soi-disant miracles qu'il accomplira, miracles qui ne sont que le résultat de longues préparations minutieuses en renforçant cette illusion. Certains le considérant tel un vampire, de par son teint pâle, froid, ne mangeant pratiquement rien, restant continuellement dans l'ombre. D'autres encore le voyant comme un homme cruel, quand ils ne le considèrent pas tout simplement comme l'instrument du karma qui leur tombe dessus. L'auteur l'évoque souvent comme un fantôme errant, un magicien, un devin, et autres êtres mythiques toisant ce monde qu'il façonne à sa guise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça n'est rien de plus que le résultat d'années de préparation. Le comte se forgeant sa propre légende pour devenir ce qu'il pense être, l'arme du destin pouvant déterminer qui meurt et qui vit, qui devient riche et qui sombre dans la pauvreté, qui trouve l'amour et qui perd tous ceux qu'il aime. Enfin, alors que sa vengeance s'accomplit, alors qu'il pense que le comte de Monte Cristo peut prendre la place de Dieu, il va retomber du haut de son trône et revenir parmi les mortels. Un drame qu'il n'avait pas anticipé et dont il se découvre indirectement responsable, des personnes qui lui témoignent une reconnaissance inattendue alors qu'il voyait l'humanité comme ingrate et incapable de tels sentiments. Enfin et surtout, l'amour qui revient habiter son âme, refaisant battre son cœur devenu de pierre. Tous ces événements l'amènent peu à peu à exhumer des tréfonds de sa psyché une part de ce qu'était Edmond Dantès. Le comte de Monte Cristo se réapproprie le nom d'Edmond Dantès, réunissant en lui l'être aimant qu'il fut autrefois, ses multiples identités construites au fil des épreuves, et l'être pensant qu'il était devenu. Une transformation qui évoque celle des personnes souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. Après un traumatisme, elles créent des personnalités fragmentées pour survivre, et leur guérison ne peut advenir qu'en rassemblant toutes ces facettes en une seule entité cohérente. J'aurais tant à dire sur ce personnage, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Je consacrerai peut-être un autre enregistrement pour développer tout ça. Passons maintenant à la conclusion. Le comte de Monte Cristo fait partie de ces romans que j'aime à relire de temps en temps. Je redécouvre à chaque fois, chaque lecture m'apportant un regard nouveau sur l'œuvre, une compréhension nouvelle sur certains passages et sur certains personnages. Ce roman va te faire voyager, de Marseille à Paris, d'une auberge paumée au milieu de nulle part aux soirées mondaines, des océans sentant bon la liberté à la cellule d'une prison, te faisant visiter les îles, l'Italie, la France, te faisant découvrir la culture orientale,
ou les machinations de l'aristocratie française. Chaque chapitre comportant son identité propre, ses enjeux et ses émotions, ses découvertes et ses passions, comme une histoire dans l'histoire. Tel Scheherazade nous contant les légendes des Mille et une nuits, l'auteur nous conte les Mille et une légendes du comte de Monte Cristo. Ce roman va te faire pleurer de joie, comme de tristesse. Il va t'émerveiller et te révolter, te faire adorer et détester Edmond Dantès, te faire compatir pour ses ennemis et les haïr tout autant. Car rien n'est manichéen dans cette histoire, et surtout pas les personnages, aussi détestables ou admirables soient-ils. Mention spéciale pour tout le passage en prison où l'on assiste émerveillé à la transformation d'Edmond. Voir son égarement se changer en détermination, son ignorance naïve faire place à un esprit aiguisé, critique et cultivé. Ce passage démontrant qu'Edmond, avant de s'évader de prison, s'est d'abord libéré l'esprit par la connaissance. Autant ce voile d'ignorance qui l'empêchait de voir clair sur le monde et les hommes. J'aimerais, pour terminer, te lire un ou deux petits extraits qui m'ont particulièrement touché. La plume de Dumas offrant des petites perles poétiques et philosophiques qui méritent d'être lues ou entendues. Il me semble que l'homme n'est pas fait pour être si facilement heureux. Le bonheur est comme ces palais des îles enchantées dont le dragon garde les portes. Il faut combattre pour le conquérir, et moi, en vérité, je ne sais en quoi j'ai mérité le bonheur d'être le mari de Mercédès. Dantès était un homme simple et sans éducation. Le passé était resté pour lui couvert de ce voile sombre que soulève la science. Il ne pouvait, dans la solitude de son cachot et dans le désert de sa pensée, construire les âges révolus, ranimer les peuples éteints, rebâtir les villes antiques que l'imagination grandit et poétise. Lui n'avait que son passé, si court, son présent, si sombre, son avenir, si douteux. 19 ans de lumière à méditer peut-être dans une éternelle nuit. Les hommes vraiment généreux sont toujours prêts à devenir compatissants lorsque le malheur de leur ennemi dépasse les limites de leur haine. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère avoir réussi à te communiquer toute la merveille que représente ce roman pour moi. J'espère, si tu ne l'as pas lu, t'avoir donné envie de le lire. Sur ce, je te laisse et te dis à la prochaine. Et surtout, que la curiosité t'accompagne.